Bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Grégoire Vigroux, entrepreneur à Bucarest et conseiller pour le groupe TELUS International, dont il a cofondé la filiale TELUS International Europe il y a 17 ans. Grégoire Vigroux a jusqu'à présent investi dans une vingtaine de sociétés et évoluant dans différents domaines, de l'école de management au recyclage des produits les plus divers, en passant par les médias et l'immobilier. Et il est le président de la communauté French Tech en Roumanie. Grégoire Vigroux, bonsoir. Merci Laurent, merci de me recevoir. Avec grand C'est un bonheur. Avec grand plaisir. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Avec vous, il y a pas mal de choses à discuter, mais j'aimerais commencer par une question plutôt large. Une question qui va un petit peu vous positionner, votre regard sur le monde. Croissance, protection de l'environnement, progrès technique, progrès humain. N'est-il pas venu l'heure de faire des choix ou pensez-vous qu'il est effectivement possible de tout combiner? Avant que vous répondiez, je me rappelle d'un entretien que vous avez donné il y a peut-être 2-3 ans à la chaîne Digi24 et vous avez dit quelque chose qui m'avait surpris. Vous disiez que l'intelligence artificielle, selon vous, elle allait nous surpasser et que vous étiez plutôt pessimiste, c'était il y a 2-3 ans, quant à notre rapport avec ces intelligences artificielles. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Et pour revenir à ma question, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer et vous avez une croyance indéfectible vis-à-vis des technologies, ou bien l'heure des choix est venue? Alors, je vais vous répondre en laissant volontairement de côté la question de l'intelligence artificielle. Je vais vous répondre en vous disant la chose suivante. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une forme d'antagonisme entre la technologie et l'économie, le business et l'impact positif qu'on peut avoir sur les gens ou l'impact positif qu'on peut avoir sur la planète. Alors, moi, je pense au contraire qu'on vit dans une société où de plus en plus, les entrepreneurs ont une responsabilité importante à porter pour tenter d'avoir précisément une influence positive sur la société et sur l'environnement. Pour moi, il y a une convergence entre le monde de l'entrepreneuriat, le monde des affaires et le fait de laisser un monde durable. Je rencontre énormément de jeunes entrepreneurs en France et en Roumanie, les nouvelles générations, des gens qui ont 20 ans, 25 ans, et de plus en plus, c'est des gens qui sont porteurs de valeurs. C'est des gens qui sont porteurs de valeurs. Je pense aujourd'hui que les entreprises... Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Porteurs de valeurs, c'est-à-dire quelles valeurs? C'est de valeurs positives. C'est des gens qui portent des valeurs positives, qui sont pas là pour se mettre plein d'argent dans les poches, mais qui sont là pour essayer effectivement d'avoir un impact positif. Moi, j'ai l'impression que on assiste à la fin d'un cycle qui est le cycle de l'argent à tout prix, qui est le cycle de l'avarice, qui est effectivement le cycle d'avoir un objectif et un objectif unique en entreprise, qui est effectivement d'amasser le maximum d'argent. Tous les jeunes entrepreneurs, en tout cas la majeure partie des jeunes entrepreneurs que je rencontre, et j'en fais pas partie parce que moi j'appartiens à une génération, je suis né en 1980, donc j'ai 44 ans bientôt, j'appartiens pas à cette génération, mais je suis également porteur de ces valeurs qui s'inscrivent voilà, dans une démarche positive. Je ne sais pas pourquoi, mais on vit dans un monde où effectivement on a tendance à caricaturer l'image du patron. Est-ce que c'est lié à un certain nombre de fictions audiovisuelles? Est-ce que c'est lié à un certain nombre de romans? La question ne portait pas sur les patrons. Hein, je sais, mais en règle générale, quand on parle de technologie et quand on parle d'entreprise, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'assister à l'émergence d'un nouveau cycle. J'en veux pour preuve d'ailleurs, il y a un certain nombre d'États, et notamment la France, c'est pas encore le cas en Roumanie, mais ça va venir, qui font tout effectivement pour accompagner des entreprises à impact. Moi, pour ma part, je m'inscris exclusivement dans une démarche d'impact. C'est-à-dire que toutes les entreprises
dans lesquelles je suis impliqué en tant qu'investisseur ou en tant que cofondateur. Donc les entreprises que je crée sont des entreprises qui doivent être porteuses de valeurs positives. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, pour répondre de manière très synthétique à votre question, moi je vois davantage de convergence que d'antagonisme dans le monde de la technologie et le monde des affaires et l'impact positif sur que ce soit sociétal ou que ce soit environnemental. Cela étant dit, j'ai répondu en disant que je laissais volontairement la question de l'intelligence artificielle de côté. Moi, je suis fan de science-fiction, mais je suis un très très grand fan de science-fiction. Et je dois malheureusement vous dire que ce que je pense, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle présente un certain nombre de périls, de dangers pour l'humanité. On a tous en mémoire des films comme Matrix, comme 2001, l'Odyssée de l'espace et Terminator. Et voilà, ça c'est un vrai sujet pour moi de préoccupation à la vitesse où va l'évolution de l'intelligence artificielle. Voilà, ça soulève. Pourtant, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Je suis fondamentalement optimiste parce que je suis entrepreneur et je pense que la qualité première des entrepreneurs, c'est précisément l'optimisme. Mais je suis très 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 inquiet pour l'avenir de l'humanité quand il est question d'intelligence artificielle. Grégoire Vigouroux, alors j'entends bien ce que vous dites. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas un petit peu l'impression, je sais que vous documentez aussi, vous informez, enfin, tout ce qui vient d'Europe de l'Ouest ou des États-Unis, ça arrive chez vous également. Il y a pas un courant, mais de plus en plus de scientifiques, de chercheurs qui disent la croissance, bon, il va falloir peut-être la repenser et surtout, enfin, en tout cas, la repenser, essayer de penser le développement de nos pays différemment. Et ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il faudrait penser l'avenir et le progrès de façon plurielle. J'ai en tête notamment un historien des sciences dont j'ai pris connaissance récemment, qui s'appelle François Jarige et qui parle de comment le progrès a été associé à l'innovation technique uniquement depuis la fin du 19e siècle, alors que le progrès devrait être beaucoup plus large et intégrer beaucoup plus de disciplines. Et à l'Ouest, on entend ça beaucoup, et je trouve et notamment à Bucarest, il y a une technophilie, un technosolutionnisme, comme on le dénomme, qui est omniprésent, qui est dominant, et j'entends peu un discours qui met d'abord en avant des sciences humaines, des sciences sociales, tout en travaillant avec les nouvelles technologies. Et je trouve qu'il est un petit peu dommage qu'on l'entende pas suffisamment. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, ou pas d'accord pour dire, qu'il faut travailler avec toutes les sciences, et notamment les sciences humaines, pour que l'humain, et non pas les nouvelles technologies, prédomine? Oui, je suis complètement d'accord avec ça, et je reviens sur la notion d'être porteur de valeurs. Et je pense qu'encore une fois, la technologie peut être mise au service de la société. Une de mes dernières entreprises qui s'appelle, est-ce que je peux citer le nom de l'entreprise, qui s'appelle bonapp.eco. On est parti d'un constat qui est très très simple, c'est que 40% de la nourriture qui est produite en Roumanie finit à la poubelle. C'est absolument scandaleux de se dire ça, sachant que 50% du budget des ménages en Roumanie est consacré à l'alimentaire en moyenne, à l'alimentaire et aux boissons. Donc, ce qui est important pour des entrepreneurs, et je rappelle le rôle d'un entrepreneur dans la société, c'est d'identifier des problèmes et d'y apporter des solutions. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai cette responsabilité-là. Et donc, quand je connais ces chiffres, j'essaie d'apporter une solution technologique qui permet d'apporter une solution à ce problème concret. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté une application mobile anti-gaspillage qui met en contact des utilisateurs de notre application mobile et des supermarchés, des hypermarchés, des cafés, des restaurants, des hôtels, des stations-service qui quotidiennement jettent des quantités astronomiques de nourriture. C'est un exemple concret de mise à disposition d'une technologie pour avoir un impact positif sur les gens, parce que naturellement dans un pays qui est la Roumanie où il y a 23% d'inflation sur les produits alimentaires entre l'année dernière et cette année, dans un pays où 50% du budget des ménages, comme je l'évoquais, est consacré à l'alimentaire, dans un monde où effectivement 10% des émissions de CO2 sont liées au gaspillage alimentaire, la technologie peut être utilisée à bon escient pour servir
les populations et lutter contre les problèmes liés à l'environnement. C'est un exemple, j'en ai d'autres, on parlera peut-être des entreprises dans lesquelles je suis impliqué tout à l'heure. Et donc voilà, moi je me sens responsable, je sens que j'ai une mission en tant qu'entrepreneur et je sens qu'on est cette nouvelle génération d'entrepreneurs et qu'on est animé effectivement par des qualités, peut-être à contrario de générations précédentes, effectivement, qui n'étaient pas confrontées au même problème. Et je terminerai juste en disant la chose suivante. J'ai 3 enfants, 11 ans, 9 ans, 8 ans, Amaury, Emeric, Camille. Lorsque mes enfants me disent « Papa, tu fais quoi au travail ?» Je vais pas commencer à dire à mon fils Amaury, qui est celui qui me pose le plus souvent la question « Mon fils, papa, une de ses entreprises fait tant d'euros de chiffre d'affaires cette année. Telle entreprise de papa a fait tant de profits l'année dernière. » Ça n'a aucune valeur éducative. Si je dois laisser un héritage éducatif à mes enfants, c'est pas le culte de l'argent, c'est les choses suivantes. Mon fils, Amaury, papa, il a créé cette application mobile anti-gaspillage et on a déjà sauvé 250 tonnes de nourriture depuis qu'on a lancé cette application mobile il y a 2 ans et demi. Papa, il a lancé une société qui a vendu 35 000 téléphones reconditionnés l'année dernière, etc., etc., etc. Et là, effectivement, j'ai l'impression de pouvoir transmettre des valeurs positives à mes enfants qui ne sont pas celles de l'argent, mais qui sont celles de laisser un monde meilleur, parce que c'est eux qui vont être en première ligne avec les problèmes environnementaux catastrophiques qu'ils vont devoir traverser, ainsi que leurs enfants, qui seront mes petits-enfants, etc., etc. Et donc, précisément, je continue sur cette même ligne, Grégoire Vigroux. L'environnement est évidemment un point clé. Concernant toujours ce développement des nouvelles technologies, j'aimerais aller davantage en amont. Vous aurez entendu ces experts qui disent « Attention, parce que qui dit numérisation à tout crin veut dire aussi pollution ». Je pense à l'exploitation minière, hein, l'exploitation des terres rares, des métaux semi-précieux comme le cobalt ou le lithium. C'est énormément de pollution. Je ne sais pas si vous connaissez l'ingénieur géologue Aurore Stéphane qui en parle, qui est une experte dans le domaine, hein, reconnue au niveau mondial, et qui dit que on est face à une catastrophe extraordinaire parce que on va devoir accroître de 60%, je crois, jusqu'en 2050, l'exploitation minière, précisément pour nos outils technologiques. Donc là, est-ce que vous, par rapport à ça, vous vous sentez face à un dilemme? Et je vais là-dessus vous poser également la question de la sobriété. C'est un terme qu'on entend assez souvent. Et est-ce que pour vous, c'est une partie de la solution? Un de mes précédents invités, et j'étais assez d'accord avec lui, Bogdan Johara, du président d'Europair 21, disait qu'il y avait un côté un peu moralisateur dans la sobriété. Je suis assez d'accord avec lui, même si je partage une partie du fait que c'est aussi quelque chose à prendre en compte, vivre différemment. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ça? Ou alors, pour vous, voilà, vous êtes un technosolutionniste et vous pensez que ça va tout résoudre? Alors, pour prendre l'exemple concret des matières premières que vous évoquez, il y a 3 solutions. Et, la première solution, c'est de continuer à acheter des téléphones, on va dire un smartphone neuf, pour prendre un exemple concret qui est celui du smartphone, parce que c'est dans les poches de tous les auditeurs, en tout cas de 99% de nos auditeurs. Donc, soit on garde un téléphone dans la poche, soit on renonce carrément au smartphone, et c'est tout à fait louable. Mais bon, il y a très très peu de gens qui sont dans qui adoptent cette position. Moi, je suis plutôt partisan d'une 3e voie. La 3e voie, c'est quoi? C'est oui d'avoir un téléphone, parce qu'on vit dans une société où il est difficile de se priver d'un téléphone, mais d'opter pour un téléphone qui a un impact moindre sur l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle, je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure, j'ai lancé une start-up qui vend des téléphones reconditionnés. Pourquoi? Parce que vous l'évoquez, produire un smartphone neuf, c'est 35 kilos de matière première. Je répète, produire un smartphone de 300 à 400 grammes, c'est 35 kilos de matière première. C'est une catastrophe environnementale. C'est 20 kilos de CO2 pour la production d'un seul appareil. Et puis naturellement, les conditions d'exploitation des matières premières nécessaires à l'extraction de ces produits, de ces matières, et à un impact environnemental catastrophique.
Donc quand on sait ça, on hésite à vouloir s'acheter un iPhone ou un smartphone, pardon, ou sinon on essaye de s'orienter vers un choix qui est un choix intermédiaire en disant je vais avoir un téléphone reconditionné. Il n'y a pas que les smartphones d'ailleurs, excuse-moi, je vous coupe. Oui, j'ai pris l'exemple du smartphone. Oui, je l'ai pris également, mais l'industrie numérique, c'est également c'est les câbles, c'est les serveurs, c'est alors donc nous on reconditionne des Mmh. consoles de jeux, on reconditionne des MacBooks, on reconditionne des laptops et on reconditionne naturellement des téléphones reconditionnés. Pourquoi en fait? Parce que la véritable durée de vie d'un téléphone, elle est de 6 à 7 ans. Or, les gens ont tendance à changer leur téléphone tous les ans, tous les 2 ans. Et c'est dommage, il suffit que la batterie cesse de fonctionner ou que l'écran soit un petit peu abîmé pour que les gens veuillent changer de téléphone. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on collecte des téléphones en quantité importante, pas auprès des particuliers, mais auprès des opérateurs télécoms. Je peux citer des noms d'entreprises. On travaille énormément avec nos amis d'Orange dans toute l'Europe. Et quand vous allez chez Orange pour changer de téléphone, vous avez un discount, vous avez une réduction si vous donnez votre ancien téléphone. Donc Orange et d'autres opérateurs télécoms constituent des socs colossaux que nous on rachète. Nous on reconditionne ces téléphones dans des usines. Quand l'écran est abîmé, on remplace l'écran. Quand la batterie n'est plus fonctionnelle, on remplace la batterie et on remet ces mêmes téléphones dans le circuit de la vente, de la distribution. Parce qu'en fait, il y a une obsolescence contrôlée ça c'est un autre sujet sur lequel on n'a pas forcément le temps d'aller, mais il y a une véritable obsolescence programmée sur un certain nombre de produits écologiques et donc nous on est en lutte contre cette obsolescence programmée en donnant une deuxième vie, un second souffle à des produits, à des appareils. Moi ça fait des années que j'utilise des téléphones reconditionnés, j'en suis absolument ravi. Je ne fanfaronne pas, hein, attention. On en parlait tout à l'heure, je suis arrivé en voiture, j'ai une voiture qui est polluante, je suis très très loin d'être un citoyen modèle, j'ai encore énormément de progrès à faire pour essayer effectivement d'avoir un impact moindre sur l'environnement. Mais sur certains sujets, on va dire, j'essaye d'être responsable, le téléphone en fait partie, il se trouve que c'est mon entreprise, donc ça va au-delà de mon utilisation personnelle. L'application mobile anti-gaspillage que j'utilise régulièrement avec ma famille, je vais avec mes enfants via l'application chercher de la nourriture qui est sur le point d'expirer et j'essaie de leur transmettre ça, mais effectivement j'ai des voitures qui sont polluantes. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se mettre une culpabilité absolument énorme, mais il faut commencer à faire les choses et le plus important, je pense que c'est d'éduquer nos enfants, essayer d'être un modèle. On ne peut pas vivre en ermite, ouais. Je vivrai jamais en ermite et je pense que la plupart des gens qui effectivement sont moralisateurs, pour reprendre le terme que vous utilisiez tout à l'heure, je pense que voilà, eux-mêmes ne sont pas exemplaires. Donc chacun précisément, excusez-moi, j'ai bien compris, Gérard Vigroux. Maintenant, il y a l'autre souci qui se passe en aval, on en entend beaucoup parler également, c'est l'impact, et vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle, l'impact psychologique des outils numériques. Récemment, j'entendais qu'un lycée français, je ne sais plus où, avait interdit complètement l'usage du smartphone. Ici, à votre place, j'avais interviewé il y a quelque temps Simon Valette, le proviseur du lycée français, qui me faisait part également de ce souci-là, qu'il y avait des normes mises en place précisément pour essayer, et les spécialistes le disent, les pédiatres, neurologues, il y a aujourd'hui un vrai souci vis-à-vis de cette addiction. Vous, par rapport à ça, vous avez une autre app pour résoudre le problème? Oui, donc chez les Vigroux, mes 3 enfants, il y a des règles assez strictes. C'est pas de téléphone pendant la semaine, pas de tablette pendant la semaine, pas de télévision pendant la semaine. Chez vous également? Ouais. C'est le samedi et le dimanche et voilà. Ça c'est la règle numéro 1. Vous y arrivez? Ouais, on y arrive. Enfin, pas tous les jours pour être honnête, mais en règle générale, on y met un point d'honneur avec ma femme et lorsque consommation de produits audiovisuels il y a, Netflix et compagnie. C'est en anglais. C'est en anglais pour permettre aux enfants d'apprendre une langue étrangère. Vous ne trouvez pas qu'en Roumanie notamment, il y a un besoin quand même d'entendre davantage ce discours-là de modération, d'équilibre? On a un petit peu l'impression, et je suis ravi de vous entendre dire ce que vous dites, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je vous ai plutôt rangé dans les gens qui pensent que les technologies vont tout résoudre, et c'est le discours, encore une fois, prédominant en Roumanie. Il y a un besoin d'équilibre, vous ne pensez pas? Il y a un besoin de dire attention.
Et on l'entend pas suffisamment. Oh non, je pense que voilà, il y a une addiction qui est claire. Je pense. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble là, que la consommation moyenne quotidienne de YouTube par les Roumains est de plus de 3 heures. Donc 3 heures par jour passées par les Roumains en moyenne, hein, par un Roumain en moyenne. Toute tranche d'âge confondue. Toute tranche d'âge. Donc ça, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même il y a quand même un pourcentage non négligeable de la population qui n'utilise pas YouTube. Donc ça vous laisse imaginer l'impact que ça. Donc non, je pense que le côté addictif. Je vous dis ça avant de monter dans votre studio. J'étais en train moi-même de laisser un post sur LinkedIn et sur Facebook, ce que je fais quasiment quotidiennement. Donc je fais très attention à ça. Pour moi, ça fait partie de mon métier, hein, là, parce que je dois communiquer au sujet de mes entreprises. Un post sur... Pardon. J'ai posté un post, j'ai cité Saint-Exupéry dans un post, parce que c'était du coup la fête des enfants le 1er juin, et j'ai posté aujourd'hui un extrait de Saint-Ex, du Petit Prince, qui est une œuvre qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà, d'où aussi l'utilisation qu'il faut effectivement s'inscrit quand même dans une démarche un petit peu de subtilité et d'éducation. Je suis quand même assez... Je veux paraître être un vieux con, hein, je suis désolé de l'expression, mais... non, moi, j'embrasse pas la technologie et particulièrement l'utilisation des réseaux sociaux. J'ai un regard assez critique à cet égard. Je vais régulièrement sur TikTok, par exemple, et j'ai beaucoup de difficultés à penser que ça apporte une véritable valeur ajoutée aux enfants en termes de développement. Moi, mes 3 enfants consacrent énormément de temps le week-end, du coup, sur TikTok, et je pense que c'est assez inquiétant, parce que la qualité des contenus est pas au niveau. Bon, moi j'ai grandi dans les années 80, encore une fois je veux pas être vieux con, mais j'ai grandi dans les années 80 où il y avait en fait peu de chaînes de télévision en France, années 80, années 90, et où à chaque fois qu'on entendait quelqu'un sur un plateau de télévision, il y avait un nombre de chaînes limité, c'était des experts. Et on a progressivement basculé d'un contenu audiovisuel dispensé, prodigué par des experts, à aujourd'hui une société de l'information où effectivement les gens qui s'expriment ne sont pas du tout experts, n'ont pas du tout de compétences dans les sujets qu'ils abordent, quand bien même ils abordent des sujets d'intérêt. Donc je veux dire, le contenu, la qualité des contenus audiovisuels est assez inquiétante. Est-ce que ça va faire des générations de décérébrés? Non, bien sûr que non, parce que il y a également un avantage par rapport à la génération qui est la mienne, c'est que du coup il y a profusion d'informations. Et voilà, passer d'un média à une autre, une source d'information à une autre, quand on n'est pas enfermé dans une bulle, et c'est toujours le risque, c'est toujours le péril à l'ère des réseaux sociaux, il y a quand même des gens qui vont tirer leur épingle du jeu. Mais je pense que pour les populations de jeunes les plus influençables, j'ai quelques motifs d'inquiétude. Je dis tout ça, je vais pas cracher dans la soupe, puisque moi-même, je suis utilisateur des réseaux sociaux. Je poste quotidiennement sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn, et je vais me remettre à Twitter, à X bientôt. Et j'aimerais bien être davantage présent sur TikTok. Donc je comprends l'intérêt en termes de business, en termes de communication, d'être présent sur ces réseaux-là, mais je pense que ces réseaux sociaux devraient être davantage encadrés. Pardon, réponse courte. Pardon, question courte, réponse longue. Je suis plein d'énergie, j'ai trouvé de l'attention avec hyperactivité. Je suis content d'être là, donc voilà. Je vais essayer de tempérer un petit peu mon énergie. C'est très bien, c'est très bien. Vous parliez des médias, je sais qu'ils vous intéressent. Pourquoi ils vous intéressent? Les médias... en tant qu'investisseur. Je vous pose cette question parce que la Roumanie, j'espère ne pas me tromper en disant ça, mais c'est pas grave, je me lance, avec la France, partage un souci, c'est l'implication de grands groupes dans les médias, dans les principaux médias, et une influence politique, en tout cas clairement en Roumanie, des partis politiques par rapport aux grands médias. Donc évidemment, je vous pose la question par rapport à ça, et d'ailleurs la France est mal placée dans le classement Reporters sans frontières vis-à-vis
l'indépendance, vous le savez, l'indépendance des médias à cause de ça. Même si, petite digression, il semblerait que ces milliardaires, en général, quand on parle de milliardaires, ils n'ont pas un intérêt particulier, à part quelques-uns, à influencer la ligne éditoriale. C'est simplement un gage de crédibilité qu'ils achètent et en général, d'après ce que je sais, ils laissent les choses se passer correctement, on va dire, plus ou moins. Il n'empêche que c'est un sujet important aujourd'hui en Roumanie et en France, dans ces deux pays. L'influence des investisseurs, pourquoi ils s'intéressent aux médias, dans votre cas? Alors moi, à la base, moi, je suis un vendeur, hein. Moi, je suis un commercial et je suis devenu quelqu'un de la com. C'est souvent lié. J'aime bien rencontrer des nouvelles personnes, j'aime bien m'impliquer dans des projets, j'aime bien communiquer sur ces projets. Donc, étant intéressé par le monde de la communication, par extension, je me suis intéressé au monde des médias. Pour être tout à fait honnête, dans mes années... Ce sont deux mondes quand même différents. Oui, mais moi, j'aime véritablement communiquer. Je parlais des réseaux tout à l'heure. Et j'aime les médias. Je suis très, très gros consommateur de médias moi-même. Je consomme énormément. Du coup, je passe pas de temps sur TikTok, ou alors extrêmement peu. Mais je passe beaucoup de temps à regarder des chaînes d'information en continu et lire des journaux, notamment des journaux français, à commencer par Le Monde. Donc moi, j'ai toujours eu l'intention de devenir investisseur dans le monde des médias parce que ça m'intéresse. Et pour investir dans une entreprise ou pour monter une entreprise, il faut que j'aime le produit, il faut que j'aime le projet. Et donc, naturellement, j'ai été amené à m'intéresser à ça. Et il y a quelques années, enfin il y a 10 ans, plus de 10 ans, je me sentais un petit peu golden boy avec le côté un peu caricatural qui peut y être lié. Et je me suis dit, j'aimerais bien commencer à avoir un groupe de presse constitué, voilà, un petit peu ma petite influence. C'est caricatural, mais j'avais ça en tête. Je me disais, ça peut être intéressant, etc. Est-ce qu'il y avait de l'ego là-dedans, peut-être? Et puis finalement, là, avec les années, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui m'intéressait d'une part, et d'autre part, en discutant avec des amis roumains, ils m'ont dit, Greg, attention, si tu veux commencer à investir dans un média roumain influent, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir investisseur et un jour, toc, 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 il y a quelqu'un qui va venir frapper à ta porte. Et cette personne va te dire, voilà, Monsieur Vigroux, ce serait bien d'interviewer telle personne. Monsieur Vigroux n'a pas aimé du tout l'article que vous avez écrit. Moi, j'ai rien écrit. On a une équipe de journalistes indépendante. Indépendance, extrêmement important. Indépendance éditoriale. Mais quand bien même, les gens partiront du principe que je suis devenu investisseur dans tel ou tel média, précisément pour pouvoir l'utiliser comme un instrument de pouvoir. Et j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Je veux me tenir à l'écart de ce genre de risque. Donc, in fine, à la fois parce que du coup, j'ai décidé d'investir dans d'autres business, à la fois parce qu'aujourd'hui, j'ai plus l'ego que j'avais à l'époque, et également parce que j'ai pas envie de m'exposer à des pressions, qu'elles soient politiques ou économiques. J'ai décidé de me cantonner à un média qui est Romania Insider, que j'adore. On a 3 millions de lecteurs uniques par an. C'est la plus grande source d'information en langue anglaise sur la Roumanie. 50% de nos lecteurs sont des Roumains issus de la diaspora ou des enfants ou des petits-enfants de Roumains issus de la diaspora roumaine. Et on parle positivement de la Roumanie sous des angles sociaux, économiques, politiques, etc., de manière extrêmement objective. On est une équipe éditoriale 100% indépendante. Quand bien, à chaque fois que je fais un communiqué de presse pour une de mes startups, et je fais beaucoup de communiqués de presse parce que j'ai pas mal de startups dans lesquelles je suis impliqué, j'envoie le communiqué de presse à notre rédacteur en chef et notre rédacteur en chef prend la décision ou non de publier le communiqué de presse. Enfin, bon, et croyez-moi, il a déjà refusé des communiqués de presse en disant ça n'intéresse pas. Ouais, enfin, ils se sentent pas quand même un petit peu obligés si vous Non, envoyez des non, et communiqués de c'est presse? parce que je mets un point d'honneur moi et mes associés justement, mais sur le coup à chaque fois, c'est il aurait pu prendre, mais je n'insiste jamais. C'est tellement crucial, c'est tellement important. Bon, après, ça fera pas la différence quand un communiqué de presse à moi est repris par 40 médias en Roumanie. D'avoir un média en plus ou en moins, c'est pas fondamental. Mais c'est très important, malgré tout, pour moi, de savoir qu'il y a cette indépendance journalistique. Et je cite cet exemple souvent et j'en suis extrêmement fier. Combien de médias en Roumanie font ça lorsque un des propriétaires du média en question envoie un communiqué de presse ou fait envoyer un communiqué de presse? De ce point de vue-là, je pense qu'on est exemplaire et c'est pour ça que je suis très très fier de Romania Insider. Parlez-nous de Amber Forest.
un projet immobilier qui se veut vert, écologique et que vous décrivez comme étant le plus important de Roumanie. D'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Mmh. Mais comment construire 700 maisons sur 310 000 mètres carrés peut-il être véritablement écologique? Je lui répondrai de la même manière que j'ai répondu pour les téléphones. On a le choix entre un téléphone neuf qui va être très polluant, ou pas de téléphone, ou alors il y a une solution intermédiaire qui est d'acheter un téléphone reconditionné. Là, je dirais la même chose. On est bien obligé de se loger, à moins d'aller vivre en ermite dans la montagne, ou de passer sa vie dans un camping. Donc, à partir du moment où on souhaite se loger, on a le choix entre se loger dans des barres d'immeubles construites sur des terres sur lesquelles on a dû détruire une forêt, en utilisant voilà, un certain nombre de matériaux polluants, ou alors on a la possibilité, encore une fois, intermédiaire, de choisir d'habiter un appartement ou une maison passive, dotée de panneaux photovoltaïques. Et voilà, encore une fois, c'est la solution intermédiaire, celle du juste milieu, qui m'a conduit à investir. Je suis un des tout premiers investisseurs dans ce projet qui s'appelle Amber Forest. Vous l'évoquez, donc 31 hectares de terrain. On n'a pas coupé un seul arbre. 31 hectares de terrain, 310 000 mètres carrés, 500 maisons écologiques, 200 appartements écologiques. On n'a pas coupé un seul arbre. Pas coupé un seul arbre, c'est juste à côté d'Otopen, c'est à Tounar. Et je suis très très fier de ce projet. Alors naturellement, il y a un impact environnemental qui est fort, mais il est bien moindre que si j'avais investi dans n'importe quel projet immobilier. C'est pour ça que j'en suis particulièrement fier. Moi-même, j'habite à Amber Gardens. Donc là, je parlais d'Amber Forest. J'habite à Amber Gardens. Qui pareil, moi j'ai une maison passive avec panneaux photovoltaïques. J'ai plusieurs centaines d'arbres dans ma propriété. Encore une fois, on n'est jamais complètement innocent parce que j'utilise la clim à fond, mais bon, 90% de l'énergie utilisée par ma climatisation est générée par nos panneaux photovoltaïques. Encore une fois, j'utiliserai la solution du juste milieu, la solution intermédiaire que j'évoquais. C'est vrai à la fois pour l'immobilier, c'est vrai pour les téléphones reconditionnés, c'est vrai pour l'alimentaire également, parce que je parlais de Bona.eco tout à l'heure. Et donc, systématiquement, dans ma vie, j'essaie de trouver ces justes milieux. On va terminer justement sur le juste milieu. Vous faites beaucoup de choses. En arrivant ce matin, vous me disiez que voilà, vous étiez un petit peu sur tous les fronts. Est-ce que vous n'avez pas envie, même si vous êtes encore très jeune, de vraiment lever le pied, faire bien attention, changer de rythme peut-être? C'est vrai que c'est assez tendance en ce moment, mais pour vous, l'équilibre, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est toujours faire des choses et essayer de trouver de temps en temps des moments de pause? Est-ce que vous ressentez pas le besoin vraiment de proposer aussi, d'être un exemple et de proposer véritablement une autre façon de vivre? Moi, j'ai l'impression que la vie, elle est terriblement courte. Et parce que quand je vous entends, excusez-moi, je vous coupe, Grégoire Vigroux, mais parfois quand je vois voilà, toutes ces startups qui sont... Pour moi, ça fait un peu fin 20e siècle. Est-ce que le 21e siècle, ça ne doit pas être précisément, c'est une question que je vous pose et que je me pose également, parce que je suis de cette génération où on nous a dit qu'il fallait faire des choses, qu'il fallait gagner de l'argent, et plus on en fait, mieux c'est, et que le temps, il fallait surtout pas le perdre. Mais précisément, est-ce qu'il n'est pas venu le temps de perdre un peu son temps? Je pense que chacun voit midi à sa porte. Je pense que c'est pas une question de génération. Je pense que c'est une question de personnalité. Je pense que c'est une question de profil. Je pense qu'il y a toujours eu des entrepreneurs. Je pense qu'il y a toujours eu des entrepreneurs en série. Je pense que c'est pas lié à l'époque. Un entrepreneur peut avoir un rythme lent ou pas? C'est pas possible? Oui, non, mais je pense que c'est aussi une vision du monde. Et j'avais commencé en disant que je considère que la vie est terriblement courte, et c'est précisément parce qu'elle est terriblement courte qu'il faut essayer de faire des choses, de préférence des grandes choses, tant qu'à faire. Et oui, se reposer, d'accord. Moi, quand je serai mort, j'aurai l'éternité pour me reposer, parce que je crois pas en Dieu. Donc,
Donc ouais, voilà. Cette vie est trop courte, donc il faut essayer de faire le maximum de choses et faire des belles choses, vous avez pas des choses avec un impact positif. Que ça s'emballe et que, encore une fois, c'est aussi, je vous pose la question, je me la pose à moi-même. Et je trouve, j'en parlais avec un invité précédemment, que ce pays, et Bucarest également, donne la possibilité de bien vivre le présent. Il y a une espèce de fluidité comme ça, temporelle, qui est différente par rapport à l'Ouest, et c'est particulièrement appréciable. Est-ce que parfois vous n'avez pas envie de goûter davantage à ce temps-là qui passe, parce que je suppose que vous avez peut-être l'impression que le temps passe vite. Mais, vivre le présent, mais moi je vis intensément le présent en étant entrepreneur et en travaillant comme je travaille. Et je pense que ce qui serait terrible pour moi, c'est d'arriver à un âge avancé, me dire que j'ai quelques semaines à vivre, quelques jours à vivre, et me dire que j'ai des regrets. Et en multipliant les projets, c'est vraiment mon kiff, c'est vraiment ce que j'aime faire. Je pense que je regretterai jamais. Je regrette pas aujourd'hui, je le regretterai jamais. Et je vais prendre un exemple concret. Je viens de signer un contrat avec une maison d'édition qui s'appelle le Lys Bleu. C'est une maison d'édition parisienne qui va publier mon premier roman qui s'appelle L'Hôtel Infini. C'est un roman de science-fiction. C'est un roman de 40 000 mots, donc ça fait 149 pages. Le roman sera commercialisé en France à partir du début du mois d'octobre. Je suis ravi d'avoir pu me lancer dans l'aventure de l'écriture d'un roman, qui plus est dans mon genre de prédilection, d'intérêt, qui est celui de la science-fiction, où il est naturellement question d'intelligence artificielle. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, et de ses périls. Et ça, c'est exceptionnel. Et ça, c'est extraordinaire pour moi. Quand est-ce que vous avez eu le temps de l'écrire ? Je vais vous raconter la petite histoire. Je voyageais beaucoup, c'est moins le cas. Comme quoi, je fais quand même attention, hein, et je mets un bémol à tout ce que je disais. Je voyage beaucoup moins. J'avais beaucoup de déplacements, notamment en Amérique du Nord, à une certaine époque. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, parce que je consacre quand même beaucoup de temps à ma femme et à mes 3 enfants, malgré tout. Parce que je suis très très bien organisé. Tout est millimétré dans mon agenda, et donc j'arrive quand même à faire du sport tout quotidiennement. J'arrive à voir mes enfants et avoir des activités avec mes enfants, notamment sportives, tous les week-ends, etc. Bref, toujours est-il que j'ai tendance à faire des digressions, veuillez m'en excuser. Toujours est-il que je voyageais beaucoup à une certaine époque. Il m'arrive encore de voyager de temps en temps, et souvent j'ai un rêve récurrent lorsque je suis dans un hôtel. Je me réveille au milieu de la nuit et j'ai l'impression d'être dans un hôtel dont la taille est infinie. Verticalement, horizontalement. Vous l'avez rêvé. Je l'ai rêvé. Vous vous réveillez et vous vous rappelez de votre Je me rêve. réveille en me disant, je viens de rêver de ça. Et un jour, alors que je suis dans un hôtel d'une taille colossale aux États-Unis, je me réveille en me disant, quoi, j'avais l'impression d'ouvrir la porte de ma chambre, de regarder à gauche, nombre infini de chambres, regarder à droite, nombre infini de... C'est pas un rêve angoissant, mais c'est un rêve vraiment fascinant. Et un jour, alors que précisément je suis dans ce déplacement aux États-Unis, dans un hôtel gigantesque à Las Vegas, je me dis, pour le travail, je me dis, pourquoi est-ce que je ne commencerais pas à écrire un livre à partir de cette idée? Et du coup, je reviens à Bucarest et je me mets en tête d'écrire L'Hôtel Infini. C'était quand ça? C'était il y a 3 ans et demi. Sauf qu'à Bucarest, aspiré par ma vie professionnelle et par ma vie familiale, impossible de trouver véritablement le temps d'écrire mon roman. Donc je décide de m'isoler. Je pars à Zornitsa, au milieu des montagnes bulgares, dans un no man's land, à côté de la frontière grecque, pendant une semaine, en me fixant pour objectif de travailler 18 heures par jour sur l'écriture de mon roman, et en éteignant mon téléphone 18 heures par jour. Je reste une semaine là-bas. Malheureusement, c'est un échec. En une semaine, je n'arrive pas à produire L'Hôtel Infini dans sa totalité. Il faudra que j'attende encore 1 an, et c'était l'année dernière. Ça prend du temps. Hein. Et pour que je retourne dans ce même hôtel, au milieu des montagnes bulgares, dans ce no man's land à Zornitsa, pour mettre un point final à L'Hôtel Infini. En novembre, mon manuscrit, je l'envoie à 92 maisons d'édition. Moi, là-bas, je suis un commercial, hein, donc je sais faire identifier les trucs, les machins, faire les emailing, les relances téléphoniques, c'est mon métier.
J'envoie mon manuscrit à 92 maisons d'édition françaises, essentiellement parisiennes. J'essuie un certain nombre de refus des grandes maisons d'édition qui me disent qu'elles ne publient pas de science-fiction ou qu'elles me disent voilà, que je suis primo-auteur et qu'elles ne... C'est très compliqué. Grande leçon d'humilité pour moi, qui a eu du succès en affaires en Roumanie, dans le milieu de l'édition à Paris, je suis vraiment un nobody. C'était une belle leçon aussi d'humanité, de modestie, parce qu'il a vraiment fallu que je cours après les éditeurs. Et je tombe sur 5 maisons d'édition parisiennes qui décident de me publier. Sur ces 2, j'ai des discussions avancées, des négociations avancées avec 2 d'entre elles. Et là, je viens de signer mon contrat avec le Lys Bleu. Donc, mon roman L'Hôtel Infini va être publié et diffusé commercialement en France au mois d'octobre. Je vais naturellement le distribuer, cette première version qui est une version langue française, puisque naturellement, j'ai écrit mon roman en français. À Kiralina et dans d'autres librairies qui publient des ouvrages en français. Je vais faire un événement à l'Institut français avec nos amis de l'Institut français. Je vais inviter un certain nombre de personnes pour faire une lecture d'1 ou 2 chapitres et de répondre aux questions de quelqu'un qui sera le modérateur. Et ensuite, je ferai une séance de dédicace. Je mettrai en vente des exemplaires de mon roman. Naturellement, l'argent issu de la vente des 10 livres sera reversé à une association caritative, probablement Hospice Casa Speranzae. De quoi il s'agit? Je vais vous donner le synopsis brièvement. C'est un mathématicien français trentenaire qui s'appelle Benjamin Ficus, qui est un expert de l'infini dans le domaine des mathématiques. Il est fasciné, obnubilé, obsédé par l'infini, par le biais des mathématiques, également de la physique et de l'astronomie. Et cette personne vient à Paris, est invitée à Bucarest, dans un hôtel très étrange, situé au cœur de Lipscan. Et il est invité en même temps que d'autres experts de l'infini. Parmi ces autres experts de l'infini, il y a un théologien, il y a un théologien ukrainien, il y a un artiste allemand, et il y a une Roumaine qui est spécialiste de la philosophie, toujours par le prisme, sous l'angle de la philosophie. Donc c'est des gens qui ont cette vision assez, on va dire, complémentaire de l'infini par le biais de leurs domaines respectifs. Et ces gens-là, ils sont invités dans ce fameux hôtel par un individu très obscur sur lequel ils trouvent absolument aucune information, qui est roumain, qui s'appelle Monsieur K. Monsieur K n'est pas là la première soirée, il dîne dans l'hôtel. Et après le dîner de ces 4 personnages, chacun va dans sa chambre qui est à un étage différent. 4 étages dans l'hôtel, seulement 4 chambres. Une chambre par étage. Et au milieu de la nuit, il y a un terrible séisme qui se produit. L'hôtel est plongé dans le noir. Et là, quand la lumière réapparaît, mon personnage principal, de même que les autres protagonistes, ouvre la porte. Il regarde à droite, un nombre infini de chambres. Il regarde à gauche, un nombre infini de chambres. Et là, ils vont découvrir en prenant l'ascenseur qu'il y a également un nombre d'infini d'étages. Et ils vont devoir mettre en commun, unir toutes leurs compétences, toutes leurs connaissances de l'infini pour répondre à des énigmes et pour vaincre des créatures fantastiques. C'est de la science-fiction, mais teintée de fantastique et de romans d'aventure. Et ils vont devoir tout faire pour trouver une solution. Or, comment s'échapper d'un hôtel dont la taille est précisément infinie? Grégoire Vigroux, on va terminer là-dessus. Merci de nous avoir donné envie de lire votre roman. Je n'étais pas au courant, c'est une belle surprise, bravo. Et encore merci d'avoir été chez nous au micro du soir, et à bientôt. Merci beaucoup, merci infiniment. Infiniment, justement. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end. Week-end Placoute. Au revoir.